Bonjour, nous sommes le 22 mai 2022. Mon nom est Claude Laferrière, je suis enseignant en géopolitique et avocat. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui est le rapport Kamel ou pour une commission d'enquête publique fédérale. Je veux cette vidéo relativement courte parce que j'ai déjà fait quelques vidéos sur la situation dans les CHSLD. Je tiens à préciser que je suis moi-même une personne âgée et handicapée et que, par conséquent, je me sens très près de toutes les personnes qui sont décédées en mars ou autour de mars en 2020. J'attendais beaucoup de ce rapport, je suis déçu, mais je ne suis pas surpris. J'ai pris connaissance du rapport de façon très brève, néanmoins. Disons qu'après 1 heure et demie de lecture, j'en ai eu assez. Et je comprends aujourd'hui la détresse des personnes qui sont laissées en plan par ce rapport. Voici. Il faut dire que depuis des mois, les médias nous avaient conditionnés mentalement à ce que le rapport nous fasse des révélations intéressantes ou tire des conclusions lapidaires contre des acteurs du gouvernement, contre des ministres, des sous-ministres, des gestionnaires et peut-être d'autres personnes. Mais voici, il n'en est rien. Au départ, j'ai pris quelques notes ici. Je ne vais pas vous les lire littéralement, mais je vais m'en inspirer pour vous les communiquer, pour vous les partager. D'abord, important, on se serait attendu à ce que le rapport comporte des extraits complets ou importants des personnes en autorité dans les CHSLD ou au gouvernement, ministres, sous-ministres, médecins, etc. Donc, on se serait attendu à ce que le rapport comporte des extraits importants de leurs témoignages devant la coroner, ou encore qu'on y retrouve des pièces, des courriels, ou autres documents importants de la gestion au quotidien la résidence Heron ou dans d'autres CHSLD, donc des pièces, donc de la preuve matérielle, ou encore des vidéos prises avec un téléphone intelligent, mais surtout des témoignages des personnes de plancher, préposés, concierges, infirmières. On se serait attendu à ce que des témoins de première ligne soient appelés devant la coroner et que leur témoignage soit rapporté dans le rapport final. Autrement dit, on se serait attendu à une divulgation de preuves matérielles, de preuves testimoniales, de faits, et on se serait attendu à ce que la ministre, pas la ministre, mais la coroner, dis-je, nous présente d'un point de vue de la méthode, d'un point de vue méthodologique, un rapport qui repose fondamentalement sur un plan, un exposé, une catégorisation des faits, des témoignages, selon ce qu'ils ont de similaire, de semblable ou de différent, les incompatibilités. On se serait attendu à ce qu'il y ait des recoupements dans les témoignages par rapport aux pièces, par rapport aux courriels, les témoignages entre les témoignages entre eux, qu'il y ait des déductions, qu'on mette l'accent sur des incompatibilités. Autrement dit, qu'il y ait un plan et un raisonnement continu pour arriver à des conclusions qui établissent des responsabilités
de part et d'autre. Responsabilité ministérielle qui existe en vertu de la commune law, j'en ai parlé dans une autre vidéo. On ne peut pas tasser cette responsabilité, on ne peut pas l'évincer, on ne peut pas l'exclure. La responsabilité criminelle, s'il y a une apparence de responsabilité criminelle et de finalement transférer le dossier aux instances appropriées. Responsabilité civile, n'est-ce pas? Là, je revise mes notes là, très très vite. Là. Autrement dit, le rapport sur le plan méthodologique comporte des défauts majeurs. Et en tant qu'enseignant au niveau universitaire, pour moi, ce serait un F, ce serait inacceptable, ça passe pas ça. Parce que ce que j'exige de mes étudiants, c'est un plan, un continuum de raisonnement, de déduction, de syllogisme, de catégorisation, hein, classer les différents selon différents paramètres, classer les faits, classer les témoignages, classer les pièces, bien les exposer, se référer aux lois, aux règlements, se référer aux directives gouvernementales, tout ça de façon très précise et détaillée. Il y a l'élément, je vous dirais, juridique fondamental qui a été, je pense, omis de côté ou traité de façon mystérieuse, là, je comprends pas. Là. Et là, je fais référence à l'article 2 de la Charte québécoise des droits et libertés. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Je répète, tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Ici, il y avait 5060 personnes dont la vie est en péril et qui avaient droit au secours. 5060 personnes dont la vie est en péril et qui avaient droit au secours. Le deuxième paragraphe de l'article 2 de la Charte québécoise des droits et libertés. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement, ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou pour tout autre motif raisonnable. Bon. Évidemment, à moins qu'il y ait un risque pour elle, pour un tiers, pour tout autre motif raisonnable. Là, il faut comprendre que dans les CHSLD, il y a des membres du personnel, dans le contexte de la COVID, qui ont quitté. Ils sont partis. Ouais. Là, ça nous aide à comprendre le sens et la portée de cet article 2, dans la mesure où tout autre motif raisonnable de ne pas porter secours. Parce que là, il y a 5060 personnes qui sont décédées. C'est ma compréhension, d'après ce que j'ai vu dans les médias. Là. Donc, ces personnes avaient droit au secours. Mais on comprend que le deuxième paragraphe est un peu tordu. Et là, on va aller au chapitre du Code criminel, l'article 215, paragraphe 1. Toute personne est légalement tenue de fournir les choses nécessaires à l'existence d'une personne à sa charge si cette personne est incapable à la fois, par suite de détention, d'âge, de maladie, de troubles mentaux ou toute autre cause, de se soustraire à cette charge, de pouvoir aux choses nécessaires à sa propre existence. Et là, on prévoit une série d'infractions. Je répète, toute personne est légalement tenue de fournir les choses nécessaires à l'existence d'une personne à sa charge. Ces personnes-là étaient à la charge du gouvernement, du CLSC, ou pour toute autre cause de se soustraire à cette charge et de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
n'irai pas plus loin dans le verbatim de la loi. Pour moi, c'est suffisant. Évidemment, au lieu de chercher à établir, pour moi, il est important, le malaise que j'ai eu en lisant le rapport, c'est de constater le blâme qu'on fait porter dans le temps. Hein? On dit que la situation durait depuis longtemps, finalement que on peut peut-être même parler de décennies, là, une situation atroce qui a engendré l'hécatombe de 2020. Mais il reste que il y avait la responsabilité ministérielle. Il reste que ça n'a pas, que les mécanismes d'alarme, s'il y en avait, n'ont pas fonctionné et que le résultat a été une hécatombe. Le problème du rapport, c'est qu'il n'arrive pas, il ne cible pas de personnes responsables. Ce n'est pas un système ce n'est pas un organigramme, ce n'est pas une abstraction qui met en péril les personnes. Ce sont d'autres personnes qui mettent en péril des personnes. On ne peut pas blâmer le système, on ne peut pas blâmer le gouvernement ou encore la structure. On ne peut pas blâmer une abstraction. Et en lisant le rapport, j'avais l'impression que la juge, pas la juge, mais la coroner, commentait des abstractions au lieu de commenter des attitudes, des décisions ou des absences de décisions prises par des personnes ou une absence de diligence raisonnable de la part de personnes qui ont le devoir ou l'obligation de gérer les affaires d'autrui. Quand on est ministre, on a un devoir fiduciaire, quasi fiduciaire, dis-je, c'est le fondement de la responsabilité ministérielle, de gérer les situations, gérer les biens, l'état des personnes et d'en être responsable. En lisant le rapport, je ne vois pas ça. Que ce soit du sommet de la hiérarchie ou en bas de la hiérarchie, à part quelques commentaires pour une ou deux personnes, je ne vois rien qui établit de façon lapidaire la responsabilité administrative, la responsabilité civile et encore moins la responsabilité criminelle de qui que ce soit. En fait, le rapport finalement cible un concept, blâme un concept, une idée, un organigramme, mais finalement blâme personne. C'est la raison pour laquelle il faut tout recommencer à l'échelle fédérale et recommencer à entendre des témoins, recommencer à produire des pièces. Et je pense que Justin Trudeau a un devoir moral, un devoir légal, un devoir de conscience, surtout s'il souhaite établir des normes nationales pour les personnes âgées. Et je pense que c'est une commission d'enquête publique fédérale s'impose, étant donné que le gouvernement du Québec, à travers des rapports, que ce soit le protecteur du citoyen, la coroner, la personne au ministère de la Santé, dont je ne me souviens pas tout, il y a 3 ou 4 rapports, il y a 4 rapports en tout, et finalement, personne n'est vraiment blâmé, personne n'est vraiment tenu responsable, c'est le système à travers le temps, et avec ça, on va nulle part. C'est-à-dire, oui, on va, non, le rapport va quelque part. Le rapport, en quelque sorte, fournit une plateforme formidable au gouvernement pour aller aux prochaines élections. C'est ma conclusion. C'est dramatique, c'est épouvantable
Ce rapport fournit une occasion pour le gouvernement de dire on va implanter des réformes et on sait très bien où vont les nombreux rapports, les nombreuses enquêtes qui ont été faites par le gouvernement. Et l'expérience a démontré que finalement, les rapports qui produisent des résultats, c'est lorsque les rapports finalement trouvent l'origine d'un affrontement entre le fédéral et les provinciales, entre le fédéral et le gouvernement du Québec, par exemple. Et là, je fais référence en 1970 au rapport de la commission Kebb sur les activités de la GRC au Québec. Le gouvernement fédéral, pour contrer ce rapport, cette commission a produit sa propre commission et son propre rapport pour finalement enlever à la Gendarmerie royale, à sa division de sécurité nationale, et de créer le SCRS. On s'aperçoit que c'est dans un rapport d'affrontement entre le fédéral et le provincial qu'on obtient des résultats concrets à court terme. Il est clair qu'on se dirige possiblement vers un même scénario, puisque le fédéral va imposer des normes nationales et pour ce faire, il va devoir procéder par le biais d'une commission d'enquête fédérale, nationale, et dont le résultat va être, dont les conclusions vont être prédéterminées d'une certaine manière et d'imposer des normes nationales en ce qui concerne les personnes âgées, les résidences des personnes âgées au Canada. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, parce que le rapport Camel a dédouané complètement le gouvernement et lui a fourni l'occasion finalement de bien placer dans son programme électoral pour le mois d'octobre des recommandations que bien sûr ils vont mettre en application. Aucune raison de douter de leur bonne foi. Ce qui va avoir pour effet, par exemple, de venir renforcer la clause privative du projet de loi 28 qui accorde au gouvernement une immunité totale pour ce qui a pu se produire, pour tous les dommages causés par les mesures sanitaires ou les dommages par négligence dans les CHSLD, les RPA. Avec cette clause privative, le gouvernement se protège complètement, mais dans un contexte de bonne foi et dans la mesure où il n'y a pas d'éléments de criminalité. Et ça, là-dessus, j'ai l'impression qu'au niveau fédéral, ça pourrait être débattu. Voilà. Donc, je suis très déçu. Pour les familles, ça veut dire possiblement d'être obligé d'aller en cour supérieure, des recours collectifs, des poursuites individuelles. Mais il y a un problème, l'article 2 du projet de loi 28, la fameuse clause privative. Et ça, pour les familles, ça va être une barrière difficile à franchir. Parce que c'est seulement dans le cadre d'une véritable enquête publique qu'on pourrait faire ressortir des éléments de responsabilité, de quasi-criminalité. Et là, à ce moment-là, on pourrait procéder. Donc, il est évident que pour moi, pour les familles, le calvaire, la souffrance va se continuer et que le gouvernement a largué littéralement les familles des victimes. Et je suis extrêmement triste de tout ce qui se passe, de ce jeu politique. Enfin, bon, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à aimer, ne pas aimer, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. J'ai une prochaine vidéo qui s'en vient, qui va porter sur le SAD. SAD, qui est un acronyme, Sex, Arms and Drugs. Et une autre vidéo qui va porter sur Huawei et la question de la COVID. En fait, c'est une vidéo que j'avais retirée et que je vais remettre parce que là, je commence à être prêt. Je suis heureux que le Canada ait décidé de bannir Huawei du cyberespace canadien. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.